Bonjour tout le monde, je m'appelle Vincent, je suis staff engineer chez HelloPrimary.care. C'est une startup qui crée des cabinets médicaux physiques de médecins généralistes. Je ne suis pas là pour vous parler de ça par contre aujourd'hui, je suis là pour vous parler de notre backend qui est event-driven. Il y a presque 2 ans, j'étais le premier développeur chez Primary et pour moi c'était une évidence de partir sur ce genre d'architecture pour plein de raisons que j'évoquerai par la suite. Et puis depuis, on a mis en production, on a eu quelques challenges rencontrés et puis on en a tiré des enseignements que je suis là pour partager avec vous aujourd'hui. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une event-driven architecture C'est quand un module va effectuer une action, un travail, et puis à l'issue de ce travail, il va vouloir publier un événement résultant de ce travail. Cet événement, il est poussé, publié dans une file d'attente, dans un logiciel de message broker tel que Kafka ou RabbitMQ par exemple. Ce code-là, ça s'appelle un publisher. D'un autre côté, on a un autre module qui va vouloir s'intéresser à cet événement, et pour ça, il va venir s'abonner à cette file d'attente. Et à chaque fois qu'un événement va tomber dedans, automatiquement, le code va être appelé. Et ce bout de code-là, on appelle ça un event handler ou un subscriber. Il y a des chances que vous ayez entendu parler du pattern publisher-subscriber. C'est exactement celui-là. Et l'event-driven architecture, c'est deux modules qui vont se parler ensemble au travers d'un événement, au travers d'événements d'ailleurs. Alors, petit disclaimer, là j'ai parlé d'événements, je vais parler d'event ou de message. Pour moi, ça désigne vraiment la même chose. C'est un type d'événement et son contenu. Bon, là c'est du JSON, c'est vraiment indicatif, ça pourrait être un autre format. Alors, quelles sont les forces de cette architecture qui ont fait qu'on est parti, nous, de suite dessus? La première, c'est que ça garantit une certaine simplicité. On a des modules qui vont se focaliser vraiment sur leur propre métier. Et le publisher, par exemple, ne va pas publier le code, pas publier l'événement, dans le but que du code s'exécute, mais vraiment dans le but d'informer. Et l'autre module va vouloir s'intéresser, et les deux modules ne vont pas se connaître. Donc ça nous assure un très bon découplage des choses. Le deuxième point, c'est que c'est une architecture qui est quand même orientée métier. Les événements sont des événements métiers. Nous, on a vraiment choisi d'épouser ce concept jusqu'au bout. On n'a pas d'événements techniques, par exemple. Et ça, c'est très positif dans le sens où c'est très facile de se projeter sur de nouveaux use cases en s'abonnant à des événements qu'on connaît déjà. Il y a aussi l'évolutivité de l'architecture qui est intéressante. Plutôt que de venir rajouter du code sur du code existant et donc grossir en complexité, on va plutôt justement venir s'abonner à nos événements, créer de nouveaux event handlers, et du coup on va garder la main sur la maintenabilité à long terme du logiciel. Autre point, c'est scalable très facilement. On peut aligner des nouvelles instances du back-end pour venir dépiler plus vite les événements qui pourraient être un peu engorgés dans des files d'attente. Voilà. Donc ça se fait de manière très très facile, et nous, on le fait de temps en temps quand on en a besoin. Et dernier point qui pour moi est le plus intéressant, c'est le côté disponibilité. Dans ce genre d'architecture, quand vous avez un event handler qui est défaillant, vous avez un bug ou une dépendance externe qui n'est plus là, en fait, le reste du système reste disponible quand même. Et ça, c'est une grosse force qu'on n'a pas dans une architecture un peu plus classique. Alors, bien entendu, ce n'est pas parfait. Ça se saurait s'il y avait des architectures qui étaient parfaites, tout le monde serait dessus. Donc, nous, on a rencontré pas mal de challenges. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous parler de tout, mais principalement, les deux plus gros challenges pour nous, ça a été la gestion des erreurs et des rejeux sur les événements. Et pour vous parler de gestion des erreurs, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, on récupère tout ce qui est prise de rendez-vous de nos cabinets dans le logiciel médical. Et pour ça, donc, on va avoir une tâche planifiée qui va scruter le logiciel médecin. À chaque fois qu'on détecte qu'il y a un nouveau rendez-vous pris par un patient, on va émettre un événement dans une file d'attente. Cette file d'attente, elle est dédiée à un event handler qui, pour nous, permet d'envoyer une notification push à nos utilisateurs pour qu'ils préparent leur consultation avant de voir le médecin. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a une erreur? On n'a pas envie de perdre, bien évidemment, tout le travail. On n'a pas envie que les événements soient perdus. Et donc, pour ça, dans ce genre d'architecture, on reroute les événements vers une file d'attente spécialisée dans la gestion des erreurs qui s'appelle une dead letter queue. Et au passage, on va lui affecter
toutes les métadonnées dont on a besoin pour faire le diagnostic, hein, et puis pour renvoyer ça dans la file d'attente dans laquelle elle était. Ensuite, on va corriger notre event handler, ou alors on va attendre que la dépendance externe revienne, et puis on va pouvoir réémettre ces événements. Donc ça, c'est vraiment un super truc dans ce genre d'architecture, parce qu'on va pouvoir vraiment récupérer tout ce qui a été, entre guillemets, perdu pendant un incident. Voilà, chose qu'on n'a pas sur des architectures un peu plus synchrones. Et alors, bien sûr, quand je me suis lancé là-dedans, au tout début de Primary, j'avais besoin d'un MVP pour gérer ces erreurs, justement. Et j'ai besoin de lister les événements rejetés, tout simplement, dans la dead letter queue. J'avais besoin de rejouer un événement, des événements d'ailleurs. Et puis, je fais ma petite veille à l'époque. Il n'y a pas d'outil sur étagère qui existe, malheureusement, sur Rabbit. Et du coup, je décide de me retrousser les manches, tout simplement. Et je vais faire une petite interface graphique qui me permet de lister quels sont les événements rejetés, par quel event handler ils ont été rejetés. On va pouvoir consulter le contenu, le payload, la stack trace de l'erreur. Et en termes de fonctionnalité, au départ, c'est assez basique. On peut simplement renvoyer l'ensemble des messages. Voilà, donc on peut se douter qu'avec aussi peu de fonctionnalités, on va se faire quelques cheveux blancs. Voilà, on a beaucoup d'erreurs au début, donc comment on fait pour savoir un petit peu quelle est la quantité d'erreurs qui est récurrente ou pas? Compliqué. Deuxième point, c'est le temps de diagnostic. On a des erreurs, on a très peu d'informations. Typiquement, on va avoir un identifiant de rendez-vous, un identifiant de patient, et donc on va aller chercher en base de données, etc. Et ça peut dériver sur un quart d'heure, une demi-heure, ou plus si affinité, sur le temps de traitement des erreurs de prod. Et puis les mois passent et on a vraiment ce besoin récurrent d'améliorer notre outil. On va itérer plusieurs fois pour l'améliorer. Et aujourd'hui, ça ressemble à ça. Déjà, on va pouvoir sélectionner des événements qui sont rejetés, mais par event handler, par typologie d'erreur. Et ça va être beaucoup plus pratique pour nous, bien entendu, de savoir déjà qu'est-ce qu'on a comme erreur récurrente, mais en plus de pouvoir agir dessus de manière un peu plus groupée, quoi. On a toujours quels sont les événements qui sont rejetés, par qui, le payload, la stack trace, bien entendu. Et déjà, on va rajouter aussi des fonctionnalités autour justement de pouvoir faire des actions sur les choses un peu plus unitairement. Donc ça va renvoyer unitairement ou alors par event handler en erreur. Et aussi pouvoir les supprimer, parce que des fois, en vrai, on n'a pas envie de traiter certains événements, soit parce qu'ils sont expirés, soit parce qu'on n'a pas envie de les traiter tout simplement. Et donc ça, c'est intéressant. Et dernier point, qui est vraiment le point qui nous a permis de décoller le plus vite, pour nous, ça a été de, tout simplement, quand un message part en dead letter queue, lui assigner les données de production à la volée. Et ça, vraiment, ça nous a permis de diviser le temps de traitement de la prod par plus de 10. Et aujourd'hui, on intervient en moins d'1 minute sur un problème. Problème, on en a entre 0 et 2 par jour. On passe des semaines où on n'a quasiment pas d'incidents sur des événements rejetés. Donc pour nous, bien entendu, vous devez vous en douter, pardon, c'est assez confortable. Alors c'est bien un enseignement à retenir de cette présentation aujourd'hui, c'est de ne pas hésiter à investir dans un outil. Voilà, vraiment, plus vous allez investir dans un outil qui soit adapté à votre propre besoin, moins vous allez passer de temps sur cette gestion événementielle et les erreurs de prod associées. Et alors, dernier point dont je vais vous parler aujourd'hui. Forcément, vous avez des erreurs. Et oui, vous aurez des erreurs, c'est garanti. Si vous vous mettez à faire ce genre d'architecture, c'est certain. On fait du rejeu, du coup. Et le premier truc auquel il faut penser avec le rejeu, c'est l'idempotence, cette capacité à empêcher justement que des side effects soient effectués plusieurs fois. Par exemple, vous avez un event handler qui envoie des notifications push comme nous aux utilisateurs. Vous n'avez pas envie que l'utilisateur reçoive 5 fois la même notification. Il ne va pas comprendre pourquoi. Et donc, on va mettre des barrières pour ça. Et nous, c'est quelque chose qu'on a pris en compte dès le départ. Et c'est vrai qu'on n'a jamais été embêté par ça. Alors, justement, est-ce qu'avec cette gestion des erreurs qui a l'air plutôt cool et cette notion d'idempotence, est-ce que vous pensez qu'on rejoue systématiquement les événements? Ça dépend.
Nous, on a des choses qui se passent avant que le patient ait vu le médecin, des fois après, des fois pendant des temps très courts, c'est-à-dire pendant qu'il est en salle d'attente, et des fois il passe 5 minutes en salle d'attente parce qu'il n'attend pas en vrai. Et nous, on fait des actions pendant ce temps. Et du coup, on a des événements qui peuvent être rejetés, qui vont pouvoir se retrouver obsolètes très vite. Et donc, on ne va pas les rejouer. Et donc, notre enseignement là-dessus, c'est que ce n'est pas un sujet simple. Il y a plusieurs stratégies envisageables, mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on n'a pas la volumétrie nécessaire pour le gérer autrement que manuellement, puisqu'on a très peu d'erreurs et que ça nous prend très peu de temps. Donc voilà, on le fait manuellement. Mais bien entendu, à terme, on ne le fera plus manuellement. Et on a déjà envisagé des stratégies, que ce soit par expiration au niveau du message broker, ou alors, éventuellement, directement au niveau de l'event handler aussi. C'est des choses qui sont possibles. Alors, notre architecture, elle n'est pas parfaite. Voilà, aujourd'hui, on a encore des défis qui sont à relever. Et pour ça, le premier, je vous l'ai dit, c'est mettre en place des stratégies d'expiration. Demain, on va ouvrir de plus en plus de cabinets, j'espère bien en France. Et donc, on ne pourra plus le gérer manuellement. Donc, ça, ce sera un bon axe d'amélioration. Autre point, c'est la fiabilité de l'envoi des événements. Aujourd'hui, si on perdait RabbitMQ, on serait assez mal, on doit se l'avouer. Les messages ne partiraient pas. Et donc pour ça, on peut mettre en place des patterns qui permettent de contourner le problème et de nous assurer que les événements partent dans tous les cas. Ça fait partie de notre roadmap à court terme. Troisième sujet, on est en train de grossir nos équipes, on est en plein recrutement et justement, aujourd'hui, on était 3 développeurs jusqu'à il n'y a pas longtemps. Chacun connaissait un petit peu les événements. Donc c'était un peu connu tout ça. Et demain, on va avoir besoin de mettre en place des choses pour nous sécuriser un petit peu, que ce soit par la mise en place de documentation ou de contract testing sur nos événements. Donc ça fait partie, pareil, de notre roadmap. Et dernier point, notre architecture, elle scale bien. On l'a déjà prouvé depuis bientôt 2 ans en fait en prod. Et elle tient bien, mais si on a des centaines de cabinets, on préfère quand même prévoir à l'avance et réfléchir un petit peu à est-ce que ça va bien se passer dans tous les cas. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a en tête aussi également. Et sur ce, j'ai fini pour aujourd'hui. Merci à vous. N'hésitez pas à scanner pour me faire vos feedbacks sur le contenu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser après.